Comme beaucoup d'élèves durant ton année de quatrième, tu as certainement trouvé le récit fantastique très plaisant. Mais ne relâche pas ta vigilance pour autant. Prête attention aux détails et aux pièges contenus dans cette leçon pour éviter d'être en difficulté en évaluation. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette première vidéo d'une courte série qui ne s'adresse pas à des experts mais qui est destinée à consolider tes connaissances sur le récit fantastique. Pour cela, visionne la vidéo dans un but bien précis, la comprendre, la mémoriser, mais aussi, en lecture, être capable de repérer seules les caractéristiques qui font qu'un texte est ou n'est pas fantastique. Effectivement, durant toute ta scolarité, tu seras confronté à un nombre très varié de textes et tu devras être capable très rapidement de prélever les indices qui permettent d'affirmer qu'un texte appartient ou n'appartient pas à une catégorie, et ce, jusqu'au bac. Par ailleurs, en rédaction, il faudra que tu sois capable d'auto-évaluer tes écrits pour t'assurer que tu n'es pas hors sujet. Les rédactions, appelées aussi sujets d'imagination au collège et au brevet, contiennent toujours des leçons cachées. Tu t'es peut-être enthousiasmé à l'idée d'écrire des histoires de vampires, de fantômes et de loups-garous, mais il faut vérifier tes brouillons et t'assurer que tu as bien mis les leçons associées à ce thème avant de rendre un devoir pour éviter des catastrophes. Ainsi, comment allons-nous faire? Eh bien, je te propose de nous exercer ensemble. Mets-toi dans la peau d'un professeur de français pour trouver quel élève a eu une bonne note et quel élève est hors sujet. Pour cela, nous allons lire 2 textes ensemble, puis je te demanderai de faire pause de cette vidéo et mentalement de comparer les textes, c'est-à-dire chercher les points communs et les différences, puis dans un deuxième temps, d'analyser chacun d'eux individuellement pour l'associer à des leçons que tu connais déjà. Tu es prêt? Allons-y. Élève 1. Il était une fois dans un lointain pays merveilleux, peuplé de licornes, fées, elfes et petits lutins joyeux, une princesse aux yeux étincelants qui possédait des pouvoirs extraordinaires. Elle avait l'habitude de jouer avec ses jolis amis les fées près de la rivière chantante qui bordait son château. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle ce jour-là elle se trouvait assise au bord de l'eau fraîche en compagnie du plus vieux sorcier du royaume sous un soleil resplendissant. Ensemble, ils préparaient incantations et sortilèges, ils feraient face à la menace de guerre que venait d'annoncer le dragon du royaume voisin. Élève 2. Le train filait à toute vapeur dans les ténèbres. Je me trouvais seule en face d'un vieux monsieur qui regardait par la portière. On sentait fortement le phénol dans ce wagon du PLM, venu sans doute de Marseille. C'était par une nuit sans lune, sans air, brûlante. On ne voyait point d'étoiles, et le souffle du train lancé nous jetait quelque chose de chaud, de mou, d'accablant, d'irrespirable. Partis de Paris depuis 3 heures, nous allions vers le centre de la France, sans rien voir, des pays traversés. Clique maintenant sur pause de cette vidéo pour comparer les textes, points communs et différences, et pour les analyser individuellement, les associer à des leçons que tu connais déjà. Dès que tu auras l'impression d'être arrivé au maximum de ta pensée, tu pourras relancer cette vidéo pour écouter ma correction. Ça y est, tu te sens prêt? Eh bien, ce que l'on peut dire d'abord des points communs, c'est que ce sont des débuts d'histoire finalement très convenables. On voit que ces élèves connaissent bien leur cours. Tout d'abord, leur cours de 6e, que l'on pourrait résumer dans un terme qui s'appelle la situation initiale. La situation initiale désigne la structure attendue dans la majorité des textes des débuts d'histoire, c'est-à-dire présenter le personnage et le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le lieu et le temps. Voyons comment cela s'illustre chez nos élèves. Eh bien, ils présentent bien un personnage principal, la princesse, pour l'élève 1, dont on fait le portrait en disant qu'elle a des yeux étincelants et qu'elle possède des pouvoirs extraordinaires. Elle est même accompagnée d'un personnage secondaire et, si tu te souviens du contenu du schéma actantiel appris en 6e, elle est accompagnée d'amis qu'on appelle des adjuvants et d'ennemis qu'on appelle des opposants. De son côté, l'élève 2 a choisi une présentation un peu différente, mais qui convient aussi très bien. Ligne 2, tu remarqueras que le personnage principal est intégré au narrateur interne et accompagné d'un personnage secondaire, le vieux monsieur. On présente aussi le lieu, château, un lointain pays merveilleux chez l'élève 1, devient train ou wagon et Marseille, Paris ou le centre de la France chez l'élève 2.
Tu remarqueras que ces repères de lieu peuvent être très restreints ou très élargis. De même, on a un repère temporel chez l'élève 1 avec ce jour-là et il était une fois chez l'élève 2 avec une nuit. Non seulement ces élèves connaissent très bien la leçon de 6e sur la situation initiale, mais ils connaissent aussi très bien leur cours de 5e, 4e, s'appuyant sur 2 points essentiels de grammaire. Point numéro 1, les expansions du nom. On va enrichir les portraits de personnages ou les descriptions avec les expansions du nom, qui peuvent être des adjectifs, comme vieux chez l'élève 2, adjectifs que l'on peut enrichir d'adverbes d'intensité, de comparatifs ou de superlatifs, comme le fait l'élève 1 avec le plus vieux sorcier du royaume, mais aussi des subordonnées relatives, comme l'élève 2 qui utilise qui regardait la portière ou l'élève 1 qui utilise qui possédait des pouvoirs extraordinaires. Et enfin, je te rappelle qu'il existe aussi dans les expansions du nom les groupes prépositionnels compléments du nom. C'est ainsi qu'on a une nuit sans lune chez l'élève 2 et une princesse aux yeux étincelants chez l'élève 1. Si tu as des difficultés à retrouver des expansions du nom, rassure-toi, il y a très certainement un résumé de cette leçon dans ton manuel scolaire, n'hésite pas à le consulter. Par ailleurs, le deuxième point de grammaire sur lequel les élèves s'appuient, c'est le fait qu'une description est toujours plus riche si on ne se contente pas d'utiliser la vue, mais qu'on utilise nos 5 sens. L'élève 2 utilise la vue, mais il utilise aussi l'odorat avec sentait et le toucher avec chaud. L'élève 1 utilise aussi le toucher avec l'eau fraîche, la vue, même si c'est plus subtil dans Jolis amis, et l'ouïe avec la rivière chantante, qui est encore plus intéressant, car je te rappelle qu'une rivière ne chante pas, c'est comme si elle chantait, c'est une figure de style qu'on appelle une métaphore, qui enrichit encore la description. Mais alors, si ces débuts de récit sont aussi intéressants, pour quelle raison l'un a eu une très bonne note et l'autre est-il hors sujet? Eh bien, je te propose à présent de nous concentrer sur les différences. J'espère que tu auras remarqué, grâce à ce mot merveilleux notamment, que c'est l'élève 1 qui est hors sujet. Il a fait un conte merveilleux à la place du récit fantastique. On le voit parce que le personnage principal est une sorte de fonction, comme dans les contes merveilleux. Souvent une fonction familiale, l'aîné, le cadet, la mère, la marâtre. Ici plutôt une fonction sociale, princesse aurait pu être prince, roi, reine, ou bûcheron, bûcheronne dans le Petit Poucet. Et même nous avons plus loin le sorcier. Attention, remarque au passage, le personnage du sorcier se trouve dans de très nombreux genres littéraires. Il faut s'intéresser à ses actions et à ses intentions pour savoir à quel genre il se rapporte exactement. Je te propose donc pour l'instant de laisser ce personnage de côté et de ne pas l'exploiter dans tes rédactions tant que tu n'es pas très à l'aise avec le récit fantastique. Par ailleurs, je te rappelle que dans un conte merveilleux, des animaux, des êtres, des phénomènes qui n'existent pas habituellement sont considérés comme normaux et faisant partie de l'environnement habituel. Ils vont de soi comme si le lecteur était projeté dans un univers où il ne doit pas s'étonner de la présence de licornes, fées, elfes, lutins ou dragons. Jamais, jamais, jamais ils n'ont existé, mais dans le conte merveilleux, on fait comme si leur présence était tout à fait naturelle. Ainsi, cela implique pour l'écrivain d'utiliser un repère de lieu approximatif, comme dans Un lointain pays, et un repère de temps approximatif, comme dans Il était une fois. T'es-tu déjà interrogé sur l'intérêt de cette amorce? Eh bien, tout simplement, elle évite au lecteur de pouvoir chercher dans un livre d'histoire pour s'assurer de la véracité de ces faits. On ne trouvera jamais de témoignages de licornes et de dragons, évidemment. Par ailleurs, les histoires merveilleuses commencent souvent de façon assez sereine, ici le soleil est resplendissant, et appellent l'arrivée d'un danger. Ici, on nous parle d'une menace. Tous ces indices auraient dû
alerter l'élève 1 qui aurait dû repérer qu'il était hors sujet et qu'il écrivait un conte merveilleux. Mais s'il ne faut surtout pas faire ça, que faut-il faire à la place? Eh bien, l'élève 2 a bien compris les critères du récit fantastique. Observons-le. Tout d'abord, ces repères de lieux sont extrêmement réalistes. Ils appartiennent au réel. Ensuite, il va resserrer ce lieu dans un endroit qui permet de préparer le terrain à l'arrivée de l'étrange. Le train est souvent isolé, c'est un endroit qui peut être redouté, surtout si on y est la nuit. Le choix du repère de temps, qui est en plus une nuit sans lune, sans air et brûlante, avec un déterminant indéfini qui le rend assez vague, va ajouter à ce phénomène de préparation de l'arrivée de l'étrange. On va parsemer dans le texte des indices qui préparent le lecteur, avec ligne 1 dans les ténèbres par exemple, plus loin une nuit sans étoiles ou même un air irrespirable. Par ailleurs, je te propose de faire attention au fait que le personnage principal est un narrateur interne. Il existe des récits fantastiques avec des narrateurs externes, mais je te déconseille de les utiliser pour l'instant car l'emploi dans des rédactions est beaucoup plus délicat. Contente-toi pour l'instant d'un narrateur interne qui est seul. Enfin, tu me diras, seul, c'est contestable puisqu'il y a ici un vieux monsieur qui est une sorte de témoin de la scène. Certes, tu peux mettre un témoin de la scène, mais retiens que ce témoin devra à un moment de l'histoire s'éclipser pour laisser place à l'apparition du phénomène fantastique. Tu as bien repéré les points forts et les points faibles de ces copies? Eh bien maintenant, retiens que l'élève 1 était hors sujet et que l'élève 2 a eu une très bonne note. En même temps, ce texte ne vient pas véritablement d'un élève, mais de Guy de Maupassant, auteur du XIXe siècle, très célèbre pour ses nouvelles fantastiques. Cela n'est donc pas étonnant. J'avoue que j'ai choisi de prendre ces textes pour éviter qu'un élève soit tenté d'imiter mes textes, le but étant non pas de vous apprendre à copier, mais bien de vous accompagner vers l'autonomie en repérant des structures qui sont transférables. Bon, retenons que le début d'une histoire donne la présentation des personnages dans un cadre spatio-temporel décrit grâce aux expansions et aux cinq sens. Dans le conte merveilleux, il implique un personnage type avec des adjuvants et des opposants, un cadre spatio-temporel imprécis où le surnaturel est accepté comme allant de soi. Et dans le récit fantastique, en revanche, le cadre spatio-temporel est réaliste et il bascule très progressivement vers l'étrange avec un narrateur interne qui est parfois accompagné d'un témoin. Retiens cela, cela te permettra d'éviter les étourderies en évaluation, le plus gros piège étant que l'amorce « Il était une fois » est réservée aux contes merveilleux. Voilà, tu peux commencer à noter tes idées au brouillon si tu utilises cette vidéo pour faire des devoirs, mais attention, n'écris ton devoir définitif que lorsque tu auras vu la totalité du travail.